Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ça marche? C'est bon au fond? Ok. Écoutez, merci d'être venu ce soir à la Chambre des notaires de Paris. Merci à ceux également qui nous suivent sur Facebook, sur la page Facebook de la Chambre. Pour info, si certains s'endorment, vous pourrez retrouver la vidéo sur le site paris.notaire.fr. Bon, le but étant que j'arrive à capter votre attention pendant l'heure que va durer la promesse de vente, la conférence. Alors on va dispatcher en deux temps. Il y aura une partie conférence d'une demi-heure, où là c'est moi qui vais vous raconter tout ce que j'ai à vous dire, sans rentrer dans un ton trop professoral. C'est-à-dire que j'ai essayé de rester assez proche de la réalité et de concepts assez simples. L'idée étant que vous puissiez repartir d'ici en ayant retenu les grandes idées de mon propos. Et puis la deuxième demi-heure, c'est vous qui me poserez les questions que vous souhaitez. Alors moi je me présente, je m'appelle Bastien Bory, je suis notaire à Paris. Je m'excuse aussi parce que j'ai la chance d'avoir des adorables enfants qui sont malades et qui m'ont transmis leur virus. Donc si je parle du nez, c'est un peu la raison de tout ça. Alors, la Chambre des notaires a souhaité organiser une conférence sur les promesses de vente, alors dans son cadre assez général, c'est-à-dire les offres, différencier les différents avant-contrats, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une offre d'achat, qu'est-ce qu'une promesse de vente, qu'est-ce qu'un compromis de vente, sachant que depuis la loi Allure, qui date de 2014, l'avant-contrat a vraiment pris une place essentielle dans la vente immobilière. Donc on va parler dans un premier temps de ce qu'est l'offre d'achat, puis ensuite, dans un deuxième temps, comparer le compromis de vente et la promesse unilatérale de vente. Donc quand je vous parlerai de compromis de vente, c'est ce qu'on appelle dans un langage juridique une promesse synalagmatique de vente, et quand je vous parlerai de promesse, c'est ce qu'on appelle une promesse unilatérale de vente, donc pour que ce soit un peu plus clair. Alors dans un premier temps, je vous parle de l'offre d'achat. Donc on va aborder deux points, c'est-à-dire que dans un premier temps, ce que doit contenir l'offre d'achat, et puis derrière ça, les conséquences qu'a l'offre d'achat, tant pour l'acquéreur que pour le vendeur. Alors l'offre d'achat, c'est le document qui va permettre à un acheteur, après avoir visité un bien, de manifester son intérêt au vendeur de l'appartement ou de la maison. Quand vous formalisez une offre d'achat, le mieux c'est déjà de le faire par écrit, puis sinon ça ne marche pas. Et puis il faut que votre offre elle contienne les éléments essentiels de la vente, c'est-à-dire le bien. Alors si c'est un appartement, l'étage, la consistance, le nombre de chambres, etc. Le prix, c'est mieux, pour que votre vendeur puisse se positionner sur votre offre. Éventuellement, c'est pas mal de le faire, à mon sens, c'est de prévoir tout de suite vos modalités de financement, c'est-à-dire d'expliquer tout de suite à votre vendeur si vous avez besoin de recourir à un crédit ou pas. Aujourd'hui, c'est un argument qui fait sens pour un vendeur. C'est toujours plus facile de vendre à quelqu'un qui n'a pas besoin de crédit que quelqu'un qui a besoin d'un crédit. À mon sens, il est aussi important que vous puissiez limiter votre offre dans le temps. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire une offre sur des durées qui sont trop lointaines, donc 5 jours, une semaine, c'est largement suffisant pour votre vendeur pour se positionner. Et puis il est important aussi que vous puissiez la signer de manière manuscrite. Ça c'est vraiment les conditions essentielles de votre offre. Une fois que vous avez fait votre offre, on va regarder ce que ça engendre comme conséquence pour vous en tant qu'acheteur. Votre offre, tant qu'elle n'est pas acceptée par le vendeur, finalement, elle sert à pas grand-chose. Vous avez fait une offre, votre vendeur ne l'accepte pas, finalement, l'opération ne va pas aller beaucoup plus loin. En revanche, dès que votre vendeur, lui, va accepter votre offre, on va avoir une rencontre des consentements, c'est-à-dire que vous proposez d'acheter un bien, votre vendeur accepte. Donc d'un point de vue purement droit civil, la vente est faite. On peut passer du coup à la suite des choses. Dans la réalité aujourd'hui des ventes sur Paris ou par ailleurs, c'est l'offre est la première étape, c'est-à-dire que vous faites une offre, elle est acceptée, et ensuite on va passer
notaire ou agence, sur la rédaction d'une promesse unilatérale de vente ou d'un compromis de vente. Alors, gardez à l'esprit que sur des actes assez simples, type achat d'une cave, d'un parking, ou à la limite, si vous n'aviez pas besoin de financement, on pourrait très bien se contenter d'une offre de vente acceptée, offre de vente qui serait suffisamment détaillée dans son contenu pour qu'il n'y ait pas de sujet de fond à l'issue du dossier. Donc finalement, on n'est pas obligé dans une vente immobilière de recourir à une promesse unilatérale de vente ou un compromis. Aujourd'hui, gardez à l'esprit que la promesse que vous allez signer chez votre notaire ou avec l'agence, elle est presque essentiellement nécessitée par votre crédit bancaire si vous en avez besoin. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas d'offre, tant que vous n'avez pas de promesse de vente dans votre dossier, votre banque, elle ne regarde pas votre dossier de financement. Point hyper important, là je vais commencer à parler donc des engagements pour le vendeur. N'acceptez pas une offre, enfin accepter une offre, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. À partir du moment où vous avez reçu une offre et en tant que vendeur vous l'acceptez, vous êtes engagé à vendre. Il n'est pas question de changer d'avis le lendemain si un nouvel acquéreur s'est présenté et vous a proposé 20 000 € de plus. En théorie, votre offre est faite, vous ne pouvez pas changer d'avis. Donc si vous avez un acheteur à qui vous faites faux bon parce que vous avez une autre proposition, à partir du moment où vous avez déjà accepté votre offre, en théorie, c'est terminé. Et c'est déjà arrivé que des vendeurs changent d'avis et puis se fassent attaquer derrière par leurs acheteurs pour ne pas avoir respecté les engagements qui étaient justement liés à l'acceptation de l'offre. Faites très attention, les acceptations par mail, par texto, ça se plaide en justice. Hein. Donc vous recevez une offre, vous répondez bon pour accord, faites gaffe. Donc côté vendeur, faites très attention, l'acceptation de l'offre valide vraiment la vente et vous êtes censé ne plus pouvoir changer d'avis. Donc moi je conseille systématiquement à mes clients vendeurs, une fois qu'ils ont reçu une offre, c'est de répondre merci pour votre offre, je transfère à mon notaire. Au moins on se met à travailler mais vous avez facialement jamais accepté l'offre. Et votre engagement de vente ne résultera finalement que du compromis de vente qui sera bien bordé ou de la promesse unilatérale de vente. À côté de tout ça, si ça va bien marcher, n'oubliez pas qu'une offre de vente que vous auriez formulée en tant qu'acquéreur n'est pas immuable. C'est-à-dire que vous pourriez toujours, elle peut toujours être rétractée. Alors, grand 1, si le délai est passé, vous avez fait une offre à votre vendeur et vous aviez spécifié que c'était valable pendant 5 jours, bah, au bout du 6e jour, si vous décidiez de ne plus souhaitez ne plus acheter, bah, vous êtes délié de votre engagement, donc pas de difficulté par rapport à ça. Je fais juste aussi une petite parenthèse entre le statut du vendeur et de l'acheteur. N'oubliez pas qu'en France aujourd'hui, il y a une vraie dissociation des engagements des vendeurs et des acheteurs. Quand vous êtes un acheteur immobilier aujourd'hui, que vous achetez de l'habitation, vous êtes ultra protégé, soit par le code de la consommation, soit par le code de la construction de l'habitation. Vous êtes ultra protégé, donc c'est très facile pour un acheteur aujourd'hui de se délier de ses engagements. Quand vous êtes un vendeur, c'est pas du tout le cas. Les gens en font la meilleure expérience quand ils ont à gérer des dossiers de vente et d'achat. Vous avez des engagements quand vous avez la casquette vendeur qui sont assez importants et quand vous êtes acheteur, où là finalement vous pourriez faire 50 000 offres sur 50 000 appartements. Au final, vous avez tellement de moyens de sortir de la promesse de vente ou de votre offre d'achat que votre engagement est finalement très faible. Donc tout ça pour vous dire que votre offre d'achat n'est pas forcément immuable. Le délai, si le délai est passé, vous pouvez également la rétracter, vous avez le droit de changer d'avis. Et par ailleurs, alors ça c'est un peu plus malheureux, mais le décès met aussi fin à votre offre d'achat. Le deuxième point, c'est d'aller comparer la promesse de vente et le compromis de vente. Dans un stade classique, vous êtes allé visiter un appartement, il vous a plu, vous avez fait votre offre, elle a été acceptée ou envoyée au conseil des parties. Tout le monde se met à rédiger, à préparer un avant-contrat qui va fixer les futures règles, les règles du jeu de la vente à intervenir. Vous avez le choix entre deux, alors j'allais dire, il pourrait y en avoir d'autres, mais
Essentiellement sur Paris, en France, en région parisienne, vous allez trouver deux types d'avant-contrat. On va trouver la promesse unilatérale de vente et le compromis de vente, autrement appelé promesse synallagmatique de vente. C'est des contrats qui vont fixer les règles du jeu. On n'est pas en mesure aujourd'hui, à ce stade-là, de signer la vente définitive parce qu'il manque des pièces, parce que la mairie, on va le voir, n'a pas répondu. Enfin, on va fixer, on va engager le vendeur, on va engager l'acquéreur ou pas, on va regarder en fonction des deux contrats. Mais ces avant-contrats-là vont préparer la future vente. Alors, comment différencier les deux alors, il y a déjà une histoire de goût. Les agences vont souvent privilégier les compromis de vente, c'est-à-dire une promesse synallagmatique. Je viendrai après sur les différences. À Paris, les notaires vont souvent préférer des promesses unilatérales de vente. Bon, c'est un choix. Moi, je préfère les promesses unilatérales de vente. Je vous en parlerai tout à l'heure. Le choix va vraiment être dicté en cas de litige. Dans un cas, ça se délie facilement, dans l'autre un peu moins. Le recours au juge est absolument nécessaire. Quand vous êtes un acheteur, vous ne prenez pas plus la tête, ça change finalement pas grand-chose. Promesse unilatérale de vente ou compromis, vos engagements sont les mêmes. Quand vous êtes vendeur, c'est un peu plus tenu. Pour le vendeur sur une promesse unilatérale de vente, on le verra, c'est la durée limitée de l'engagement. Alors, la promesse unilatérale de vente, quand je vous dis ça, de quoi je veux parler? Alors, la promesse unilatérale de vente, donc on utilise, nous, notaires parisiens essentiellement, c'est un contrat qui déjà a une durée déterminée. Donc il va être encadré dans le temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, il n'y a pas de délai légal, hein, vous mettez ce que vous voulez, vous avez des promesses de vente qui peuvent durer 2 ans, il n'y a pas de difficulté, ça va dépendre de la complexité du dossier, mais il n'y a pas de délai légal, vous faites ce que vous voulez. Vous avez besoin de déménager, vous avez besoin de revendre, vous avez besoin de... Le tout étant d'en discuter avec votre vendeur, votre acheteur auparavant. Donc c'est un contrat qui a une durée limitée. Cette durée limitée, c'est l'engagement du vendeur. Dans la promesse unilatérale de vente, le vendeur s'engage à vendre. Puis à la limite, c'est le seul qui va s'engager dans ce contrat. Le vendeur s'engage à vendre le bien pendant la durée qu'on va fixer. Pendant 3 mois. Le vendeur, lui, n'a pas le choix. Il s'est engagé à vendre. L'acheteur, lui, va avoir une option. Il a toujours le droit de dire « j'achète », « j'achète pas ». C'est-à-dire qu'au bout des 3 mois, il pourrait très bien arriver devant son vendeur en lui disant bah, « j'ai décidé finalement de ne pas acheter ». Alors, il y a des conséquences à ça, on le verra tout à l'heure, mais il n'a jamais pris finalement l'engagement d'acheter. Alors, quand on fait signer ce type de contrat à nos clients, l'idée étant quand même d'acheter. Hein. Vous n'allez pas signer une promesse de vente en tant qu'acquéreur pour faire un caprice derrière. Généralement, le caprice étant onéreux, on est là quand même pour procéder à une vente, mais juridiquement, ça marche comme ça. Engagement limité du vendeur et pas d'engagement finalement, indépendamment de l'engagement financier qu'on verra tout à l'heure, côté acheteur. L'intérêt pour le vendeur, c'est le défaut de son acheteur dans les 3 mois ou les 4 mois. Votre acheteur ne vient pas le jour de la signature prévue, ou on n'arrive pas à le contacter parce que ceci, parce que cela. Bah, votre contrat, il a une durée limitée, il se termine. Vous avez un contrat qui s'arrête le 24 avril. Bah, le 25, vous retrouvez votre liberté, vous vendez à qui vous voulez. Ça, c'est le vrai intérêt côté vendeur. Donc quand je vous disais tout à l'heure, compromis, promesse unilatérale de vente, quand on est acheteur, finalement, ça ne change pas grand-chose. En revanche, quand vous êtes un vendeur, bah, là, il y a une grosse différence, on le verra tout à l'heure. Le compromis de vente, sauf à se mettre d'accord avec son vendeur ou son acheteur, ou que ce soit le juge qui vous mette d'accord, bah, vous allez avoir du mal à mettre fin à votre relation contractuelle, alors qu'en tant que vendeur, bah, votre acheteur n'est pas venu dans le délai qu'on lui avait laissé pour se prononcer, bah, vous retrouvez votre liberté. Donc ça, c'est un vrai plus de la promesse unilatérale de vente côté vendeur. Le compromis de vente, là, on va être sur un contrat qu'on appelle aussi la promesse synallagmatique. Synallagmatique, ça veut dire que c'est des deux côtés. Vous allez avoir un acheteur qui va s'engager à vendre et puis vous avez un acheteur qui s'engage à acheter. Donc là, il n'y a plus de... On n'attend pas la volonté d'une des parties dans le futur. Les deux ont décidé de vendre et d'acheter. Finalement, ce qui est reporté dans le temps, c'est le paiement du prix, la levée de certaines conditions suspensives comme le financement, les règles d'urbanisme, etc. Mais finalement, ma vente va aller au bout, c'est juste ses effets qui sont différés dans le temps. Le vendeur, l'acheteur s'est positionné, il dit « je vais acheter ». Sous condition, mais on sait que son intention, c'est d'acheter. Le vrai sujet pour un vendeur qui est sous compromis, c'est le litige en fin de dossier, l'acheteur qui ne vient pas à la date qu'on avait prévue, c'est la sortie du contrat.
Là, j'ai pas d'autre solution que de me mettre d'accord avec mon acheteur ou d'aller demander à un juge de mettre fin à la relation. Donc ça veut dire avocat, ça veut dire frais. Bon. Alors, moi, quand je suis vendeur, j'ai quand même vraiment tendance à vouloir privilégier la promesse unilatérale de vente. Fort heureusement, vous n'avez pas des milliers de dossiers de litige sur les compromis de vente. Vous avez 99% des compromis de vente quand vous êtes vendeur qui vont jusqu'au bout. Donc c'est vraiment au jugé, mais moi je préfère clairement une promesse unilatérale de vente, mais vous prenez pas plus la tête, vous avez plein de compromis de vente, même quand on est vendeur, qui se passe très bien. Qui se passe très bien. Alors, les engagements des uns et des autres sur ce deux types de contrats, alors plutôt que d'engagement, moi je voulais plutôt parler d'obligation. Quand je suis vendeur et que j'ai signé une promesse de vente ou un compromis de vente, qu'est-ce que j'ai comme obligation? Alors j'ai des obligations essentiellement d'information, de transparence. Je dois donner un certain nombre d'éléments à mon notaire pour qu'il en fasse état, enfin qu'il les fournisse également à mon acheteur. Ces informations-là, depuis 2014, la loi Allure et Madame Duflot, elles se sont considérablement accrues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des délais de traitement des promesses de vente qui sont clairement allongés, c'est-à-dire que quand il vous fallait une semaine pour préparer une promesse de vente, aujourd'hui, le temps de récupérer toutes les pièces, vous allez vous retrouver à 3 semaines, 1 mois, et ça devient clairement pénible. On met à la charge du vendeur une quantité astronomique de papier à remettre à son acheteur, donc vous avez 80% qui ne servent à rien. Quand vous avez 35 modificatifs dans un immeuble, clairement personne, et encore moins les acheteurs, vont aller les lire. Mais tant que vous n'avez pas fourni ces documents-là, vous ne pouvez pas signer, ou alors vous pouvez signer, mais le délai de rétractation dont on parlera tout à l'heure de votre acheteur, il ne commence pas à courir. Donc le vendeur doit un certain nombre d'informations. Il va devoir donner son titre de propriété, donc ça c'est votre acte d'achat. Il va devoir informer son acheteur sur les travaux qu'il aurait réalisés dans l'appartement, dans la maison, est-ce que des autorisations étaient nécessaires, est-ce qu'elles ont été obtenues, etc., etc. Vous allez devoir fournir un certain nombre de diagnostics techniques, amiante, plomb, termites, DPE, état des risques, etc. En fonction de la nature de votre bien, ils ne sont pas tous obligatoires, et de la situation géographique de votre bien, ils ne sont pas tous obligatoires. Ces documents-là, ils vous permettent en tant que vendeur de pouvoir vendre en l'état sans qu'on puisse vous reprocher quoi que ce soit par rapport à ces choses-là. Vous fournissez un rapport amiante dans lequel on dit qu'il y a une colonne, un conduit qui contient de l'amiante. À partir du moment où vous l'avez dit, votre acheteur ne pourra pas vous reprocher qu'il y ait de l'amiante dans le conduit. Vous lui avez dit, vous avez rendu apparent quelque chose qui était caché, vous pouvez tranquillement vous exonérer de ces vices-là. Quand vous vendez un lot de copropriété, là ça devient assez marrant parce que vous allez devoir fournir les 3 dernières assemblées générales de copropriété. Bon, ça se justifie, c'est là que vous allez pouvoir, votre acheteur va pouvoir prendre le pouls de la copropriété. Vous allez devoir fournir le carnet d'entretien de l'immeuble. Bon, ça, jusque-là, pas de sujet. Le règlement de copropriété, très bien. Et puis, tous les modificatifs au règlement de copropriété. S'il n'y en a pas eu, vous n'en donnez aucun. Puis, si vous en avez une kyrielle, 5, 10, 15, 20, 30, il faut tous les donner. À 30, 50 € le modificatif. Ça commence à faire un peu cher. Surtout qu'on va venir ajouter à ça des informations financières. Dans la plupart des cas, on va les demander au syndic de nous les fournir. Même si aujourd'hui, avec des pièces comptables, des données qui se trouvent dans vos assemblées générales, ou tout du moins dans vos convocations à vos assemblées générales, on arrive à fournir ces informations à un acheteur. C'est les charges sur 2 ans, les travaux sur 2 ans, les dettes de la copropriété, les dettes vis-à-vis des fournisseurs, l'existence de fonds de travaux, etc. Quand votre syndic vous facture 380 € pour ça, plus les 50 € par modificatif, vous arrivez très vite à 500, 600, 800 € juste pour constituer votre dossier, pour de l'information qu'on avait largement à notre disposition avant la loi de 2014. Donc on est venu allonger de manière complètement débile la documentation. Et le problème de tout ça, c'est que plus on vous en donne, finalement, moins vous la lisez. Parce que quand on vous donnait 3 assemblées générales et 2 relevés de charges, finalement, vous étiez assez concentré. Puis maintenant qu'on vous envoie le règlement de copropriété et les 25 modifs, alors maintenant, on peut vous les envoyer par mail, c'est très bien. Au début de la loi, il fallait tout imprimer.
Alors ce qui est rigolo, c'est qu'une ministre écologique est privilégiée d'abattre des milliers d'arbres pour une information qui sert à rien. Puis elle a eu la délicatesse de partir juste après, donc c'est super. Donc gageons que notre prochain gouvernement changera 2-3 trucs. Mais bon, il y a du bon dans cette loi, mais voilà. En tant que vendeur, vos autres obligations, une fois que vous avez signé votre promesse de vente, c'est de maintenir le bien dans l'état où il est. C'est pas le moment de repeindre l'appartement, c'est pas le moment de changer la configuration du bien, c'est pas le moment de procéder à des travaux, c'est pas le moment de le louer. Vous devez le laisser dans l'état où il est. Vous avez une obligation de délivrance. Votre acheteur, quand il vient signer la vente définitive, il doit acheter le même bien pour lequel il a fait une offre quelques mois plus tôt. Les obligations de l'acheteur, elles sont essentiellement financières. Un acheteur qui signe un compromis ou une promesse unilatérale de vente, il va falloir qu'il montre sa motivation, et donc sa motivation, elle passe essentiellement par montrer des sous. Dans un compromis de vente, on va lui demander de verser ce qu'on appelle un dépôt de garantie, qui va garantir le paiement d'une clause pénale, qui est donc le paiement de l'inexécution de son obligation d'acheter. Mon acheteur, dans un compromis qui n'achèterait pas à bonne date, devra indemniser son vendeur, et ce montant-là, il est garanti par un dépôt de garantie. Alors, généralement, il est de 5%, 10%. Vu la montée des prix sur Paris, on se retrouve la plupart du temps avec des montants à 5%. Mais voilà. Donc votre acheteur, lui, verse 5%, 10% du prix de vente qui sont séquestrés, soit sur un compte séquestre si votre agence immobilière en a un, ou chez le notaire. Donc c'est des comptes qui sont insaisissables. Dans une promesse unilatérale de vente, l'acheteur va aussi verser une somme d'argent, ça va être 5%, 10%. Là, ça ne s'appelle plus un dépôt de garantie, ça va s'appeler une indemnité d'immobilisation. Le principe de cette somme-là, c'est qu'elle va venir indemniser le vendeur si jamais mon acheteur ne levait pas son option. Vous vous souviendrez que tout à l'heure, je vous ai dit que le contrat avait une durée déterminée, et pendant cette durée-là, l'acheteur avait le droit de dire j'achète, j'achète pas. En bout de course, moi, en tant qu'acheteur, je décide de ne pas lever l'option. J'en ai le droit, c'est prévu comme ça, la promesse de vente, c'est le principe. Je ne me suis pas engagé à acheter, j'ai accepté l'option. Mais en échange de quoi, j'ai quand même immobilisé le bien de mon vendeur pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Pendant ce temps-là, lui, il a d'autres obligations, enfin d'autres contraintes de rachat, etc. Si je décidais de lui faire faux bon, je paye 10% ou 5% du prix de vente. Je paye une indemnité d'immobilisation, je l'indemnise pour le temps qu'il a passé à contracter finalement à tort avec moi. Donc ça fonctionne comme ça. Fort heureusement, on a très peu de caprices de ce style. À la limite, j'allais vous dire, achetez et revendez dans la foulée, ça vous coûtera sûrement moins cher que de lâcher un 10% à votre vendeur. Alors côté vendeur, à la limite, c'est pas forcément inintéressant, mais la plupart, moi ça m'est arrivé une fois en 10 ans. Donc encore une fois, vous voyez, les cas de figure de la sorte sont quand même pas hyper fréquents. On va regarder maintenant comment on peut revenir sur une promesse de vente ou un compromis de vente. Alors là, je vais vous parler de clauses suspensives. Les clauses suspensives, c'est des clauses dont la réalisation est incertaine. Et en fonction de leur réalisation, la vente ira à son terme ou pas. On va parler de quoi? De l'urbanisme. J'achète dans une ville dans laquelle la mairie a un droit de préemption, c'est-à-dire que la mairie a un droit de priorité. Dans cette hypothèse-là, forcément, si la mairie décide d'acheter à ma place, moi, en tant qu'acheteur, je ne vais pas pouvoir acheter. Donc mon engagement d'acheter va être délié, je vais récupérer mes sous. Conditions suspensives non réalisées, je récupère ce que j'avais mis au moment de la signature de la promesse de vente. Conditions suspensives de... La plupart du temps, quand on achète, on n'a pas forcément l'argent sur son compte en banque, donc on va aller demander à son banquier préféré de bien vouloir nous aider à financer notre projet. On va signer une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention de ce crédit. Si ma banque décidait de me faire faux bon dans les semaines qui suivent la signature de la promesse de vente, je retrouverai ma liberté. Forcément, si j'ai pas les sous pour acheter, et puis si je peux éviter de laisser 10% à mon acheteur, à mon vendeur, c'est pas plus mal. Alors, là je vous fais aussi une petite piqûre de rappel. C'est la grosse mode aujourd'hui un peu partout, alors surtout à Paris parce que le marché immobilier il est tendu et qu'il y a très peu d'appartements et que tout le monde se bat sur les biens, etc.
La condition suspensive de prêt, c'est une condition suspensive, enfin, c'est une loi qui est d'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renoncer à une condition suspensive de vente si on n'a pas les sous sur son compte en banque. Vous achetez 300 000 € un appartement à Paris, si vous n'avez pas les 300 000 € sur votre compte, vous ne pouvez pas, pour faire plaisir à votre vendeur, lui dire « je renonce à la condition suspensive de vente ». C'est même hyper dangereux pour un vendeur. À la limite, vaut mieux, en tant que vendeur, avoir un acheteur qui est encadré dans des conditions de financement, plutôt que de le laisser partir dans la nature et qui vous plante au bout de 3 mois. Donc, croyez pas que quand vous êtes vendeur, c'est mieux d'avoir un acheteur qui est sans condition suspensive. C'est une condition qui est d'ordre public. Donc, que vous la mettiez dans la promesse de vente ou pas, il y a droit. Donc, quand vous êtes vendeur, à la limite, préférez une condition suspensive, vous avez des délais. Le délai minimum, votre vendeur, il ne peut pas vous emmener sur... Enfin, vous ne pouvez pas lui imposer moins de 30 jours pour justifier de son crédit. Mettez 30 jours. Votre acheteur, au bout de 30 jours, c'est-à-dire un mois, il vous dira s'il n'est pas financé, mais au moins, vous êtes cadré. Dans tous les dossiers, c'est comme ça. C'est-à-dire que pour avoir le bien, vous êtes vendeur, vous avez 2 acheteurs, vous en avez un qui vous dit bah, « moi j'ai besoin de 200 000 € de crédit », puis un qui a aussi besoin de 200 000 € de crédit, mais qui dit « moi, je renonce à la condition suspensive ». Ouais, mais ça ne marche pas. Alors, s'il a son crédit, tant mieux, mais s'il ne l'a pas, bah, il vous emmène, et puis c'est vite le bazar. Donc même quand vous êtes vendeur, c'est pas facile à comprendre ou à accepter, mais vaut mieux avoir une condition suspensive qui est hyper encadrée, mais au moins vous avez les choses sont claires, on part pas dans l'aventure, dans la nature sans trop d'infos. Et donc là, bien évidemment, si vous n'aviez pas votre crédit, bah, vous pourriez récupérer votre liberté, ne pas acheter. Clause de dédit, clause pénale, on en a un peu parlé tout à l'heure, on pourrait très bien... c'est des clauses qui sont assez fréquentes dans des compromis. Bon, c'est pas interdit de les mettre dans une promesse unilatérale de vente, maintenant c'est pas forcément l'objet. Mais la clause pénale, typiquement, je vais prévoir par avance la sanction de l'inexécution de l'obligation d'une des parties. Je suis vendeur, je m'oblige à vendre, je suis acheteur, je m'oblige à acheter. On va prévoir dans l'acte que si on ne s'exécute pas, bah, on paiera une somme d'argent. Bon, bah, ça me permet de payer une clause de dédit, c'est un peu le même système. Je vais payer pour sortir de la promesse de vente. Je suis vendeur, finalement je change d'avis, bah, je vais payer 10%. Bon, on ne les met pas, puisqu'encore une fois, dans mon sens, j'en mets pas beaucoup, mais ça fonctionne comme ça. Dernier point qui est assez important, délai de rétractation. À partir du moment où vous êtes un particulier et que vous achetez un bien à usage d'habitation, vous allez avoir 10 jours pour changer d'avis, sans donner d'argument, sans donner de raison. Vous avez 10 jours à compter de la réception, soit de l'offre acceptée, soit de la promesse de vente accompagnée, ou si vous avez été mis en mesure si vous êtes en mesure de disposer de toutes les pièces qu'on a vues de la loi Allure, la réception de la promesse de vente. Ça, c'est le code de la consommation qui protège chaque acquéreur. Donc vous voyez bien que dans le process d'une vente immobilière, les délais sont tellement glissants que la protection de l'acheteur, elle est hyper... elle est même trop. C'est-à-dire que vous faites une offre le 1er janvier, le temps que l'agence l'envoie au notaire, qu'on prépare, le vendeur envoie les pièces à son notaire, qu'on prépare, qu'on trouve un rendez-vous. On va se retrouver à 3 semaines, 1 mois. Donc on est le 1er février. Je vais signer, je vais notifier 10 jours. En fait, un acheteur, il a signé le 1er janvier, il a 1 mois et demi pour finalement changer d'avis, continuer à visiter un appartement. Pour les couples qui, par exemple, seraient mariés, monsieur, madame sont mariés, madame a un appartement qui lui appartient à elle toute seule parce qu'elle l'avait acheté avant le mariage. Alors certes, l'appartement est à elle. À partir du moment où c'est le logement de la famille, elle ne pourra pas le vendre sans l'accord de son mari. Donc ça, n'oubliez pas. Alors ça ne veut pas dire que le mari est vendeur ou qu'il percevra une partie du prix, mais on va protéger le logement de la famille. Le Code civil protège. On ne dispose pas du logement de la famille comme on veut. Donc même si le bien appartient à madame, on va gentiment lui demander l'avis de son mari. L'inverse est valable aussi. Hein. Le bien pourrait très bien appartenir à monsieur et l'avis de madame serait demandé. Ça, on est sur un cas donc là on est sur la vente. Sur l'achat, par exemple sur des époux qui seraient mariés en communauté, c'est-à-dire que vous êtes mariés sans contrat de mariage, c'est le Code civil français qui a choisi pour vous, qui a dit que vous étiez mariés en communauté réduite aux acquêts. C'est-à-dire que tout ce que vous allez acheter pendant votre mariage va être commun. Donc vous achetez un bien tout seul, pendant votre mariage, n'oubliez pas qu'il appartient à madame ou à monsieur aussi.
Alors ça vaut aussi pour les vélos, les voitures, etc. Mais l'appartement, c'est un peu plus tenant. Alors sauf à ce que vous ayez fait des déclarations spécifiques, mais ça sera l'occasion d'un autre débat, parce que vous investiriez des sommes que vous auriez reçues par succession ou donation. Donc voilà sur ce qu'on pourrait un peu vous raconter sur les promesses de vente et les compromis de vente. En conclusion, ce qu'il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit, parce que c'est assez fondamental, le plus important dans une vente, c'est pas l'acte de vente où vous allez signer, c'est votre titre de propriété, c'est là que tout est terminé, tout est finalisé, que je paye mon prix, mais ce qui va vraiment, là où tous les enjeux se font, c'est au moment de la promesse de vente. Vos engagements, ils se font en tant que vendeur dès l'offre d'achat. Vous avez accepté une offre, vous êtes lié. Donc ça, faut pas rigoler avec ça. Et c'est clairement au moment de la promesse de vente que on fixe les règles du jeu de la vente future. On va fixer les règles, on fixe le cadre de la future vente. Il peut y avoir des tiroirs, option 1, option 2, et puis en fonction de la réalisation d'une condition ou pas, on utilisera celui-là ou celui-là. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est l'acte de vente qui est plus facile. Moi j'entends les gens qui me disent « Non, la promesse, on va faire simple, on va faire vite, puis on verra à la vente ». Bah ouais, mais si on pouvait à la limite tout bien caler dès la promesse de vente, on s'en sortirait peut-être pas plus mal. Donc gardez vraiment à l'esprit que aujourd'hui, et puis l'information que doit le vendeur à l'acheteur est tellement énorme que tout doit être vu au stade de la promesse. Moi, il n'est pas question de renégocier quoi que ce soit au moment de la signature d'un acte de vente. Une promesse de vente, j'ai aucun sujet à passer 1 heure, 1 heure et demie pour que les choses soient très claires. Bon, 1 heure, ça suffit largement, mais on peut y passer du temps. La vente, on va y passer 25 minutes, 1 demi-heure, et encore, si on n'est pas trop bavard, etc. Mais gardez à l'esprit que vraiment le plus important, c'est la promesse de vente, le compromis de vente, et que quand vous êtes un vendeur, l'offre d'achat que vous auriez acceptée, elle vous engage à vendre. Et donc si vous changiez d'avis, votre acheteur, conseillé par un bon avocat, il pourrait vous créer quelques soucis.